Bonjour, nous sommes en direct de l'Hôtel Renaissance à Aix-en-Provence où la place des entrepreneurs s'est transportée aujourd'hui. Je vais vous présenter notre tour de table. Je rappelle que cette émission est produite en partenariat avec la Région Sud et Cage Business School. Nous allons passer un petit moment pour échanger sur notre vision actuelle, la vision passée et surtout la vision de demain de l'après-Covid. Autour de moi, une parité respectée de deux charmantes demoiselles et deux jeunes hommes. Donc on va commencer peut-être par Stéphanie, je te demande de te présenter, ton entreprise en quelques mots. Donc moi je suis Stéphanie Tosi, je suis la présidente de Carré d'Artistes. Et j'ai créé Carré d'Artistes il y a 19 ans. C'est un concept de démocratisation de l'art contemporain. Et aujourd'hui, c'est 30 galeries, c'est-à-dire la moitié en France et la moitié à l'étranger. Merci. On continue, Catherine. Dis-nous tout. Oui, bonjour. Donc, Catherine Hébert. J'ai créé Provence Durable, qui est un cabinet de conseil en RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises et développement durable pour être un peu plus dans un langage commun. Et donc je fais des audits RSE pour accompagner des entreprises, des collectivités et des actions sur le volet environnement. Voilà. Merci. Jean-Jacques. Et moi je suis Jean-Jacques Carlier, je suis le président fondateur d'une société qui s'appelle J2C Partners et qui a un établissement à Mereuil dans lequel nous fabriquons sous la marque Morgon Technologies des équipements qui permettent d'avoir de l'accès à très haut débit sans fibre. Merveilleux. Pour les Corses. Vincent. Alors, je m'appelle Vincent Aubin, je suis le directeur général du Provence Rugby. Donc, c'est un club de rugby professionnel donc de la métropole, mais aussi de tout le territoire provençal, basé à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, nous sommes en Pro D2. Et voilà. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente toujours un petit peu en dernier. Je suis Didier Anfou, le vice-président en charge des territoires, mais également le président du territoire d'Aix de l'UPE. Et quand je ne m'occupe pas de l'UPE, je m'occupe un petit peu de mon métier de base qui est de la comptabilité et je suis le président régional de la société Inextinso. Notre objectif aujourd'hui, c'est de parler un petit peu du passé, de l'actuel et surtout des projets. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est que nous puissions échanger, interagir au fil des propos de chacun. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y aura que non pas des questions stupides, il ne peut y avoir que des réponses intelligentes. Catherine, commençons par toi. Oui. Dis-nous un petit peu comment tu as vécu cette phase de Covid, phase 1, phase 2 et ainsi de suite. Oui, alors pour la phase 1, donc le confinement total, donc ça a été assez dur parce que j'avais plusieurs contrats en cours de signature, donc j'étais encore au démarrage de l'activité et tout s'est arrêté du jour au lendemain, stand-by pendant plusieurs mois, donc ça a été très dur. Ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième confinement, parce qu'en fait, dans le deuxième confinement, la plupart des entreprises ont continué à travailler, que ce soit en télétravail ou autre, mais l'activité s'est poursuivie. Et en fait, moi, ce que je constate dans mon secteur, donc le développement durable, c'est qu'il y a des entreprises, et des collectivités d'ailleurs, qui profitent, entre guillemets, de ce qui s'est passé pour se dire, moi, je vais accélérer ma transition écologique. Et donc du coup en fait, voilà, c'est bien reparti. Donc au final, je trouve que ça a été difficile à traverser, notamment financièrement. Mais ce que je sens, c'est vraiment un appétit pour aller plus vite, plus loin. Voilà. Donc c'est plutôt positif au final. Ah, mais super, c'est génial. Donc l'environnement. Le durable, sujet d'actualité. Et alors, si on rebondit sur la fibre, Jean-Jacques, dis-nous tout. Alors nous, on a eu une année très très particulière parce que j'ai fait une erreur stratégique sur la partie commerciale au niveau de la société. Notre produit est nouveau. On a axé notre développement commercial sur des grands groupes. Notre clientèle aujourd'hui est une clientèle de grands groupes essentiellement, dans la grande distribution, dans le BTP, dans l'industrie. Et curieusement, ces gens-là ont tout suspendu dès les premiers signes prévisibles du confinement, du premier confinement.
Donc on a démarré une année où on avait en portefeuille, en début d'année en commande, le double du chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année dernière. Et tout a été suspendu, toutes les commandes ont été suspendues. Donc cette année, au lieu de vendre, de déployer comme on aurait dû le faire, on a quand même travaillé. Mais on a surtout fait de la R&D, on a diminué nos fabrications et on attendait impatiemment que les planifications d'installation recommencent. Elles avaient commencé à redémarrer avant le second confinement. Et là, on s'est ramassé une deuxième tartine. Et en fait, la problématique qu'on a, c'est que dans ces grands groupes, les décideurs sont tous en télétravail. Donc, ils gèrent leur quotidien. Mais tous les projets sont suspendus. Tous les investissements sont suspendus. Et on en souffre énormément. Donc, on est en train de revoir notre stratégie pour l'année prochaine. Cette année 2020 nous aura permis de continuer sur la partie R&D, puisque on est quasiment prêt pour la 5G, pour les déploiements avec de la 5G, enfin pour toute la techno est quasiment prête. Par contre, jusqu'à présent, on a fait de la croissance organique, et là, on a bouffé toutes nos réserves cette année sur cette crise Covid. On a fait le PGE, et là, on commence à taper dans le PGE. Donc, ça a été un impact pour nous. C'était quelque comme chose beaucoup d'entreprises aujourd'hui, où le PGE n'avait pas été consommé, et là on s'aperçoit que si on l'avait on serait pas bien. Tout le monde est en train de croquer dedans, mais uniquement en mode survie maintenant, alors que c'était une réserve il y a quelque temps, et cette réserve se transforme. Bon, Hélar, dans tout ça. Alors, effectivement, ça a été une année très particulière, puisque nous, on a 2 galeries à Pékin. Donc ça a commencé en Chine, et en Chine, ils ont eu obligation de garder les salariés, pas de chômage partiel et pas d'aide de l'État, donc ça a été très très compliqué. Et en fait, on a vu la crise s'étendre à toute allure dans tous les pays. Donc nous, on a fermé par exemple une galerie à New York, puisqu'on avait 25 000 $ de loyer par mois. Donc il faut savoir qu'il y a 50% des points de vente qui ont fermé à New York, hein, c'est une vraie crise là-bas. Au Mexique, ils ont dû mettre des palissades devant les vitrines parce que effectivement pas d'aide sociale, et donc il y avait des gens qui cassaient les magasins pour aller récupérer la marchandise. Donc ça a été particulier. On a une galerie à Beyrouth, donc non seulement il y a eu la crise du Covid, mais on a eu l'explosion à Beyrouth avec les toiles qui étaient dans la rue. Donc ça a été assez particulier. Nous, on était assez endettés, puisqu'à chaque fois que vous ouvrez un local, enfin une galerie Carré d'artistes, c'est du droit à bail, notamment en France, ce sont des travaux. Donc tout ça nécessite de la finance, et donc on avait fait un certain nombre de prêts. La crise du Covid arrive, il faut aller convaincre les banques pour avoir un PGE en plus de l'endettement société. On a eu le PGE. On se redresse, on prend des décisions comme de refaire un nouveau site internet avec de l'omnicanalité. Dieu merci, c'est sorti il y a un mois et ça fonctionne très très bien. Mais ce sont à nouveau des investissements. Et là, effectivement, on tape dans le PGE et on se dit, il faut un moment que ça s'arrête. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai beaucoup de newsletters de foires d'art contemporain, notamment aux États-Unis où ils sont toujours à aller de l'avant. Et ils annoncent déjà des ouvertures de foires au mois de mars en disant il y aura le vaccin. Donc on y croit. On pense que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait en accéléré. Donc on est un peu fatigué, un peu sur les nerfs. Par contre, ça fonctionne. Maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Merci. Après le monde de la culture, le monde du sport. Alors, nous, il y a eu 2 étapes vraiment différentes. La première, c'est le premier confinement, fin totale de l'activité, c'est-à-dire plus de matchs organisés, plus de matchs à jouer. Donc, globalement, 100% d'activité partielle, tout à l'arrêt, avec un impact important, c'est que nous, les recettes sont liées à l'organisation des matchs, donc les droits télé, les sponsors, la billetterie, et que quand vous n'organisez pas 4 matchs à domicile et 8 matchs en comptant l'extérieur, la première étape, ça a été de compter sur les aides de l'État forcément, mais aussi sur la solidarité des partenaires, des télés et ainsi de suite, pour qu'ils nous garantissent les recettes qui, nous, étaient déjà dépensées, globalement les charges. Donc cette première étape a été plutôt bien passée dans le monde du rugby, grâce à la solidarité de tous nos partenaires. Déconfinement, c'était au moment de la nouvelle étape d'aller chercher de nouveaux partenaires, des abonnés et ainsi de suite. Ça aussi, ça s'est plutôt pas mal passé. Et là, on a une deuxième étape qui est encore compliquée, c'est que maintenant,
joue les matchs. Donc ça, c'est plutôt bien en termes de visibilité, on existe, les joueurs jouent. Par contre, on n'a pas les recettes, puisqu'on ne peut pas mettre de spectateurs. Donc voilà, donc là, le maître mot, ça a été, on en parlait juste avant, mais la résilience, c'est-à-dire que nous, c'est 3500 abonnés, si vous voulez, un match, et c'était 5000 personnes avant Covid. Et sur les 4 premiers matchs, on en a eu un à 5000, puis un à 1000, puis un à huis clos, donc on a délocalisé à Fos-sur-Mer, puis encore un à 1000, puis huis clos. Voilà, et donc chaque semaine, il faut se réinventer, il faut inventer la relation avec ses partenaires, avec les abonnés. Et c'est un bel exercice, il ne faudra pas que ça dure toute la saison, c'est clair. Par contre, on est tous à la même enseigne, tous les clubs, donc à nous réinventer. La période la plus compliquée, en fait, nous, sur Aix-en-Provence, sur la métropole, c'est quand nous, on était à huis clos, mais que les autres régions françaises, elles, pouvaient jouer à 5000. Parce que là, on était complètement dans un rapport différent, et là, c'était très compliqué. Mais on est confiant. Et on va s'en sortir. Oh, puis le classement actuel augure de bonnes choses. Donc ce que j'ai entendu un petit peu de vos propos, c'est qu'on vient de vivre la phase 1 Covid, où on a appris, où on a découvert beaucoup de nouveautés. La phase 2, où on est en train d'utiliser cette phase 1 pour performer. Et de ce que j'ai entendu de l'ensemble du tour de table, c'est que les projets sont de bon augure. L'accélération de tout ce qui est environnement durable au sein des entreprises, les projets ils sont toujours là, les projets de développement en matière de fibres. Le sport où on n'attend qu'une chose, c'est que les portes réouvrent pour qu'on redémarre. Et l'art qui se mêle à tout cela parce que c'est important, on ne peut pas vivre sans. Je voudrais faire juste une petite rectification. On ne fait pas de la fibre. La fibre, nos concurrences. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'anti-fibre. Voilà, c'est l'inverse. Il fallait que je la fasse et je l'ai faite. Et justement, un des intérêts de notre solution, c'est qu'on coûte moins cher que de la fibre et à l'installation et à l'exploitation. Jean-Jacques, n'oublie pas, on manque de notoriété. Je suis comptable, donc moi, dans la new technologie, c'est pas toujours évident. Pardonne-moi pour ce sujet. Donc voilà, donc ce que je voulais qu'on évoque ensemble, c'est comment voit-on demain, puisqu'il faut se réinventer, il faut retrouver une façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Tous nos acquis ont été battus en brèche en l'espace d'une année. Et bien voilà, réinventons-nous. Comment vous envisagez cela? Jean-Jacques. Alors, nous, sur l'année 2021, on a prévu deux choses. On va, dans un premier temps, ouvrir notre capital pour faire entrer des investisseurs, chose qui n'était pas du tout prévue, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a toujours tout fait en croissance organique. Mais bon, si on veut continuer à se développer, c'est un chemin qui devient obligatoire. La deuxième chose, c'est qu'on a, à la demande de certains de nos clients, on faisait déjà office d'opérateur sans être tout à fait opérateur, sans avoir vraiment le droit de le faire. On a fait ça ponctuellement pour débrouiller des situations avec des grands groupes chez qui les choses sont parfois compliquées. Donc officiellement, on est opérateur depuis le premier confinement. On est devenu opérateur agréé par l'ARCEP. Donc nous sommes devenus opérateurs. On est en train de déployer une infrastructure d'opérateurs pour créer des revenus récurrents en complément du matériel que l'on vend. C'est-à-dire que quand les clients le souhaitent, parce que pour faire marcher nos équipements, il faut des licences 4G, il faut des licences de téléphonie, il faut tout un tas de choses. On va être en mesure de fournir tout ça à nos clients. Et ensuite, le dernier point, c'est que si on a choisi une stratégie de développement par le haut, c'est-à-dire en visant des grands groupes, on a quand même eu la puissance commerciale de faire rentrer comme clients dès le départ des très grands groupes. Je parle des grands groupes dans la grande distribution, des groupes comme Vinci. Enfin, c'est une très belle clientèle. En pratique, ça va être une très belle clientèle. Cette année nous a montré que la pratique, parfois, est inattendue. Donc cette fois-ci, on est en train d'avoir une démarche commerciale aussi. Donc au départ, on visait la notoriété par le haut, en se disant, quand les gens vont savoir que chez Vinci, ils ont choisi notre solution, que chez Intermarché, ils ont choisi notre solution, que chez Leclerc, ils ont choisi notre solution, que chez Altrad, ils ont choisi notre solution, forcément, des gens qui regardent ce que font les gros vont aller vers nos solutions. Bon, dans cette crise, si on avait été présent chez les petits, on aurait vendu, parce que notre solution elle permet d'organiser le télétravail, de
tout ce qui est nécessaire pour les petites entreprises aujourd'hui, on le fait en claquant des doigts. Hein. C'est-à-dire que pour installer un site, il nous faut 1 heure. Pour faire une installation définitive, c'est 4 heures maximum. Une installation provisoire, c'est 1 heure. Mais c'est vrai qu'avec cette crise, en fait, il y a quand même le retour du local, de circuits courts, de travail de proximité. Donc il y a les deux, hein, les deux sont pas contradictoires. Mais on est absent de ce marché-là. Et oui. On est absent de ce marché-là. Alors on en fait un peu, parce qu'on a une certaine notoriété, donc de temps en temps on est contacté par des petites SS2I, par des petits opérateurs, par des particuliers. Dernièrement, on a équipé la maison d'un grand couturier dans Luberon. Ah, vous restez quand même dans le grand, alors. Non, mais c'est pas qu'on reste dans le grand, c'est qu'on répond aux gens qui nous sollicitent. Je plaisante. Mais quel est l'avantage, justement, par rapport à la fibre? C'est en fait accéder à des endroits où il n'y a pas la fibre? Mais même dans des endroits où il y a la fibre. L'avantage, ouais. c'est... En fait, notre techno est née de quoi? Elle est née du fait que j'ai fait beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des grands projets, dont la construction de l'hôpital privé de Provence. Sur le site de l'hôpital privé de Provence, il y avait 300 personnes qui travaillaient et il n'y avait aucun lien télécom qui fonctionnait. Le seul lien télécom, c'était une paire de cuivre qui allait mener une ligne ADSL qui débitait à peu près 200 kg de débit. Les GSM ne marchaient pas, rien ne marchait. Et par rapport à cette situation, moi j'ai une formation d'ingénieur en électronique, donc je me suis dit, bon, on va trouver quand même des solutions. Du site de l'hôpital, on voyait Célonie, je voyais des émetteurs GSM à Célonie, donc j'ai commencé à gamberger là-dessus, et puis j'ai pris le fer à souder, l'oscilloscope, et puis c'est parti. Et on a mis un lien qui a permis de relier le site de l'hôpital qui se trouve donc entre Pont de l'Arc et Luynes à Célonie, 8 km plus loin. Et là, pouf, 150 mégas de débit sur le site. Donc, dans les Algeco, il y avait des architectes qui passaient leur temps à... Il y avait un système de vaguemestre qui avait été organisé avec des gens qui prenaient les portables des architectes pour aller au McDo, pour ouvrir les PC, pour qu'ils récupèrent les mails, qu'ils reviennent. Enfin, c'était un truc de fou. On a amené une solution. Dans le même temps, on faisait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aussi sur un autre chantier qui était cette fois-ci à Grasse, sur un magasin de bricolage. On a eu une problématique semblable. Donc on a fait la même chose. Et puis on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait dans le cadre d'un accompagnement de clients, ça avait une vraie valeur. Parce que tous les gens qui l'ont vu, on disait, mais ça, déjà ça a commencé par l'hôpital d'Aix, le DSI de l'hôpital HPP, c'était le DSI des polycliniques du Parc Rambaud, de la Provençale, etc. Et il m'a dit, mais moi ça je le veux tout de suite, à Rambaud, à la Provençale. Et voilà comment ça a démarré. Et étant présent sur un chantier sur lequel il y avait des grosses boîtes de BTP, il y a des gens qui se sont dit, nous on a des chantiers de partout, ça nous intéresse de partout, et voilà comment tout ça a démarré. Donc on n'a pas essayé de se faire connaître par du marketing, par des actions commerciales traditionnelles, on s'est laissé porter par cette clientèle de grands comptes, en se disant, c'est la théorie du ruissellement. Hein. Mais 2021, vous mais quand il ne pleut pas, ça ne ruisselle pas. Ouais. C'est la recommandation. Ouais. La Reco, c'est l'un des meilleurs systèmes de déploiement commercial. Et oui. Bon, Jean-Jacques, là on a été embarqué dans la... Alors 2021, notre action commerciale, ça a été de dire, on va cibler une profession dans laquelle les gens arrivent en fin de course, commercialement. Donc cette profession que l'on a ciblée, c'est les entreprises qui mettent du télécopieur dans les autres entreprises. Donc c'est un marché qui aujourd'hui est quasiment mort, enfin qui va mourir. Parce qu'aujourd'hui vous achetez une imprimante qui coûte 400 €, qui fait du A3, du A4, qui imprime 30 pages à la minute, qui coûte rien en consommable. Donc ces gens-là ont besoin d'avoir des sources de revenus. Ils nous permettent d'adresser le marché cette fois-ci par le bas, par de la PME, etc. Donc on vise ce marché-là. Et on a commencé à le faire et ça donne des résultats extraordinaires et très rapides. Et qui sont plus rémunérateurs que les grands groupes. Alors c'est merveilleux. Stéphanie, 2021, comment vois-tu cela? Alors, 2021, pour nous, ça va être une année de développement, parce que le développement qu'on n'a pas fait en 2020, il faudra le faire en 2021, puis il faudra rembourser les PGE aussi. Oui. Donc, il y a déjà 10 ouvertures de galeries qui sont prévues pour 2021, puisqu'en fait, il y a des gens qui avaient prévu de le faire en 2020. Il y a des nouvelles personnes ou des nouveaux franchisés qui sont arrivés et qui comprennent qu'il y a des opportunités de locaux, puisqu'en fait les droits à bail ont complètement chuté, c'est malheureux, mais ça laisse aussi des opportunités pour acheter des commerces à faible prix.
Donc on ouvre là même sur cette fin d'année Nice, Brest, Vienne en Autriche, on ouvre Singapour au mois de janvier et puis après s'ensuit d'autres villes pour lesquelles on a déjà signé pas mal de choses. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça reste toujours le web, puisqu'on a compris qu'en fait il y avait un vrai levier et même si les galeries vont réouvrir, on se rend compte qu'on peut partir à la conquête du monde parce qu'on se rend compte que tous les points de livraison sont nombreux à l'étranger. Et Carré d'Artiste, ce sont des œuvres d'art qui sont pas chères. Donc c'est facile pour un client américain d'acheter et de se dire c'est pas grave si je me trompe ou si je m'en lasse. Donc le développement de galeries, le développement du web, et puis de la structuration financière pour organiser ces remboursements d'emprunts. Wow. Bah, écoute, c'est le seul mal que l'on puisse te souhaiter. Vincent, la réouverture des stades? Alors, réouverture des stades, alors on espère au plus tôt, mais on ne sait toujours pas quand. Donc nous, c'est cette incertitude qui est pas évidente pour nous et puis tout notre écosystème en fait. On espère que ça va revenir vite. Et après, dans la croissance du club et de n'importe quel club, en fait, nous, notre point, c'est le remplissage du stade. En fait, plus un stade est rempli, mécaniquement, c'est marketing de base, mais moins il y a d'offres, plus il y a de demandes et ainsi de suite. Et donc, on avait ce point-là. Nous, on est parti il y a 5 ans, il n'y avait qu'une tribune. Donc, on est passé à 2, puis à 3 tribunes. Et en fait, on a réussi à remplir ces tribunes par le fait que l'engouement grandissait avec les résultats et puis l'expérience que les gens vivaient au sein du stade. Et là, coup d'arrêt pendant 9 mois. Et donc la vraie question, c'est comment ça va repartir avec un élément supplémentaire qui est l'arrivée d'une nouvelle tribune en 2022. Et donc là, avoir le pire de notre métier, c'est un stade vide. Et donc ça, on le vit depuis 9 mois. Et donc non seulement il va falloir qu'on récupère les gens qui ont pris d'autres habitudes, peut-être qui ont eu des nouvelles peurs, des nouvelles craintes, et des nouveaux besoins aussi. Hein. Donc c'est une balance intéressante à aller chercher, et avec une nouvelle tribune à remplir. Donc on est plutôt confiant parce qu'on pense qu'il va y avoir une demande. On a aussi eu beaucoup de retours d'entreprises, par exemple, qui ont vu l'impact du fait de réunir les collaborateurs pendant cette période de confinement. Entre les 2 confinements, en fait, on a eu beaucoup de retours d'entreprises qui nous ont dit oui, on veut prendre des places dans les salons, oui, on veut faire du business parce que c'est important et donc ce réseau d'entreprise est important, mais aussi on a besoin que les collaborateurs passent des moments ensemble et donc globalement on vient de voir un match de rugby, prennent l'apéro ensemble et ainsi de suite. Et aujourd'hui, tous nos partenaires ont cette double attente. Faire du business, passer un bon moment, inviter des clients, mais aussi profiter de ces moments pour que les collaborateurs viennent avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs collègues. Et ce point-là, en fait, on pense que ce sera clé parce que les entreprises ont besoin de ça pour refédérer les équipes qui ont quand même été, pour certaines, confinées pendant 8 mois, se sont pas vues. Et donc voilà, donc plein de doutes, plein d'incertitudes, mais aussi plein d'opportunités. Parce que les gens vont en avoir besoin encore plus qu'avant. C'est vrai qu'au niveau des équipes, il y a quand même un challenge, c'est que les gens ont été confinés, il y a eu un autre mode de vie durant toute l'année 2020, et maintenant il va falloir refédérer tout le monde en 2021 et réembarquer tout le monde. Et ça, ce sera aussi un challenge. Alors il y a quelque chose qui a vraiment été, on va dire, transformé en France avec cette crise, c'est le télétravail, parce que dans d'autres pays, c'était déjà pratiqué. Et en France, il y avait beaucoup de réticence à passer au télétravail. Là, ça s'est fait très vite parce que finalement, face à la crise, il fallait agir. Et en fait, bon, alors du coup, en période de crise, c'est un peu trop finalement parce que les gens sont trop en télétravail et il manque le lien social, etc. Mais à l'inverse, on a enlevé un verrou sur le télétravail et télétravailler 2 jours par semaine à l'avenir, c'est un vrai confort de vie. Les gens, ça évite du trafic routier, ça évite de la pollution, ça permet d'être concentré sur ces sujets. Et en même temps, on a besoin aussi d'aller en entreprise, etc. Donc ça, je pense que c'est une avancée qui est assez intéressante à la fois pour les entreprises et pour les salariés, et pour le privé même, hein, pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Hein. Ouais. Et il faut se réinventer par contre, c'est-à-dire que dans le management, c'est ça. Ah oui. Nous, on a beaucoup utilisé cette crise aussi pour un peu casser les codes du monde dans lequel on était. Nous, par exemple, il a fallu que les joueurs comprennent la crise, comprennent l'impact que des huis clos pouvaient avoir sur... Donc les joueurs ont des contrats en CDD
Et donc nous, on a passé beaucoup de temps à être à livre ouvert sur les chiffres auprès des joueurs pour leur expliquer l'impact que ça avait. Et ça, dans le monde du rugby, détailler l'ensemble des bilans, des comptes de résultats à des joueurs pour leur expliquer l'impact que ça avait, c'est pas commun. Mais en le faisant, ça nous a permis aussi de faire comprendre et de manager différemment. Et, alors, je ne sais pas si c'est ce qui fait qu'on est bien classé aujourd'hui, mais en tout cas, ça a permis d'emmener l'ensemble des collaborateurs, joueurs y compris, sur de la confiance, de la transparence et un nouveau mode de management. En fait, tout a changé. Et oui. Et moi, je vois un point noir quand même pour 2021, un point noir dont personne ne parle. C'est qu'on parlait de tous nos référentiels qui avaient explosé cette année, puisque tout ce qu'on a appris, on voit qu'on peut faire autrement. Les milliards qui tombent de tous les côtés, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas l'année dernière. C'était impossible à imaginer cette situation-là. Le point noir que je vois pour 2021, c'est les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on est en décembre, 2021 c'est demain matin, donc les banques aujourd'hui ont un mode de fonctionnement vis-à-vis des entreprises qui est un mode de fonctionnement bilanciel. La banque se réfère systématiquement au bilan de l'année précédente. En 2020, la plupart des entreprises vont avoir des bilans qui vont être hors normes, même catastrophiques. Alors nous, dans notre activité, on a bouffé des réserves, mais on fait de la R&D, bilanciellement, on peut présenter ça. Et c'est de la vraie R&D, quoi. C'est pas des faux chiffres. Mais ça signifie quand même que l'année prochaine, les banques vont être mal si elles continuent à fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est au mois de décembre, c'est ce que je disais, on n'entend pas parler, personne ne s'en préoccupe. En 2008, j'ai déjà vécu ça. En 2008, j'avais une société que j'ai vendue à Orange en 2010, suite à la crise de 2008. On avait un système qui était basé, on fabriquait également du matériel électronique avec des services, etc. Et on vendait ça en s'appuyant sur des contrats de financement avec des banques. En 2008, on a vécu d'abord avec notre filiale espagnole la fin des financements. On ramenait des clients, mais plus aucune banque était capable de financer. Et début 2009, pareil en France. On travaillait avec le Crédit Agricole, une filiale du Crédit Agricole pour financer le matériel de nos clients en France. Et la filiale du Crédit Agricole nous refusait tous les dossiers. J'ai fini par prendre ma voiture, aller voir le président de la société à Saint-Étienne pour lui dire c'est quoi ce bazar-là. Et il m'a dit, mais écoutez, c'est très simple, nous, notre métier, c'est d'acheter de l'argent pour vous le vendre. On n'arrive plus à acheter d'argent. Et je crains qu'en 2021, si les politiques n'agissent pas dès aujourd'hui, on se retrouve rapidement dans la même situation. Et, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même un plan de relance de 100 milliards d'euros. Il y en a un tiers d'ailleurs sur la transition écologique, donc ce qui est vraiment un accélérateur de la transition. Moi, je pense qu'en plus, là, dès la fin du premier confinement, tout le monde s'est remis au boulot, etc. L'activité a repris beaucoup plus vite qu'il ne l'imaginait, les indicateurs de l'État l'imaginaient. Donc, je pense qu'on est très dynamique en France, on est très adaptable. Et l'Europe a vraiment, entre guillemets, mis le paquet quand même sur cette sortie de crise. Oui. Donc, après, il faut que les banques jouent le jeu. Mais c'est pas qu'elles jouent le jeu, c'est qu'il faut que les règles changent. Les banques, elles jouent le jeu des règles. Aujourd'hui, les banques... Je suis pas défenseur des banques, mais on a un scoring qui est très, très normé. Très bilanciel. On va additionner cette colonne-là, plus cette case-là, et si on n'est pas au-dessus de 1 ou en dessous de 1, on n'y a pas droit. Donc je suis d'accord avec toi, il faut changer au moins pour 2021. L'ensemble des règles. On a changé de mode de fonctionnement, notamment, je rebondis 25 secondes sur le télétravail. On a vu que c'était possible, alors qu'il y a quelques années, c'était même pas envisageable. Oui. Donc on était un petit peu en retard. Alors, cette phase-là de Covid de numéro 1 nous a permis de démontrer qu'on sait travailler en télétravail, on peut faire confiance aux collaborateurs et l'entreprise a continué à fonctionner. Alors ça a ses limites, mais globalement le système marche. Deuxième étape, les banques. C'est quand même un vrai sujet. À l'UP, on essaye de se battre et de militer déjà sur le non-remboursement des PGE pour les entreprises à qui on a interdit de fonctionner. L'événementiel, les hôtels, les restaurants, la culture, il y a toute une liste d'activités qui n'a jamais pu réouvrir. Donc depuis le 15 mars, c'est terminé, c'est rideau, on peut plus rien faire. Donc là, on milite effectivement pour que ces entreprises soient dispensées du remboursement. Sinon, elles disparaîtront à tout jamais et on n'arrivera pas à les rattraper. Et ensuite, il y a l'autre phase. Effectivement, on devrait avoir
un PGE qui va être décalé d'une année en termes de remboursement. Alors, ça ne se jouera pas qu'en France parce que c'est un accord européen, hein, puisque toutes les aides ne peuvent pas avoir une durée de plus de 6 ans. Enfin, il y a toute une législation qui se met en route là-dessus, qui sera différente. Par contre, nos amis banquiers doivent comprendre que la batterie de chiffres telle qu'elle est faite, il va falloir qu'on change un petit peu, nos normes comptables aussi, de dire que le PGE, ce sont des quasi-fonds propres, de les remonter dans les réserves, enfin dans les quasi-fonds propres, que ce ne soit plus une dette. Voilà, je pense qu'il y a tout un argumentaire juridico-comptalo, tout ce que vous voulez, qui doit être revu. On a démontré qu'on pouvait fonctionner différemment. Maintenant, il faut que l'on arrive à anticiper 2021 sur des règles de fonctionnement, sinon on aura de... Mais l'enjeu est tellement fort que je pense qu'on saura s'adapter. Moi, voilà. Et j'espère que le plan de relance dont tu parlais, Catherine, et dont tout le monde parle, puisse s'adapter. Parce que là, après une première lecture rapide du plan, il y a les effets d'annonce, et puis ensuite il y a la réalité. Je prends ne serait-ce que la CFE, alors c'est un peu technique, mais on a dit que la CFE devait, les entreprises en difficulté de tourisme, restauration et autres, étaient dispensées de contributions foncières pour les entreprises. En fait, ça relève de la collectivité locale ou territoriale de dispenser les entreprises. Donc, entre un message national, encore faut-il que ce message-là puisse être repris localement et de s'assurer que les paroles sont suivies par des actes. La CFE, aujourd'hui, personne n'est exonéré, alors qu'on a annoncé beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on ait un message lisible, de temps à autre, et je n'ai aucune critique à faire sur le gouvernement. Je pense qu'il y a eu des réactions extrêmement fortes et positives. Bon, il faut que ça reste lisible. De temps en temps, on a un peu de mal à déchiffrer les enjeux, ce que souhaite le gouvernement et autres. Voilà, on se bat là-dessus pour essayer de faire avancer les choses. Je pense que les acteurs institutionnels régionaux, métropolitains, je pense que tout le monde est engagé avec la même volonté de dépasser cette crise et d'aller vers du mieux. C'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant. Alors, comme tu as la parole et que la régie m'a fait signe que notre temps était écoulé, je vais te demander le mot de conclusion, puisque tu es lancé sur le positivisme. Oh mon Dieu, le mot de conclusion. Oh là, c'est dur, la pression. Comment tu envisages cet avenir? Non, je resterai sur ce que je disais. Je pense qu'on va aller vers du mieux, c'est-à-dire des circuits plus courts, plus de collaboration avec nos fournisseurs, et pas juste un one-shot où on va taper sur le prix et sortir quelque chose. On va aller plus sur du durable, de la qualité plutôt que de la quantité, et plus d'Europe aussi. Enfin, quand je dis proximité, ça va jusqu'à l'Europe quand même. Donc voilà, je trouve que finalement, ça peut, une crise est aussi une opportunité, et je pense qu'en France, on est assez bon pour réagir. Voilà. Merci Catherine. Allez, on va terminer par Stéphanie. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup en 2020 et je pense que les équipes sont fatiguées, on va être clair, mais elles se sont challengées et elles ont aussi progressé. 2021, on va mettre tout ça en œuvre. On y croit, on reste positif. Il faut juste nous laisser un peu se reposer sur cette fin d'année et qu'il n'y ait pas encore de sursaut négatif qui plomberait un peu toute la population. Voilà. On n'ose même pas l'imaginer. Jean-Jacques rebondit. Je dis on n'ose même pas l'imaginer. Si on repartit sur un 3e confinement, si c'est de ça que tu parles, c'est une catastrophe. Non, moi je rebondis, je suis très optimiste par nature. Et si j'étais pas optimiste, j'aurais déjà peut-être pris ma retraite. C'est notre métier. Mais par contre, j'ai cette crainte par rapport au système bancaire, parce que tout à l'heure je disais on adresse maintenant le marché par le bas, on essaie, mais on s'appuie sur des financements. Et si à partir du mois de janvier, février, toutes les actions commerciales qu'on a menées sur ces marchés-là se traduisent, comme j'ai eu en 2008, des refus de financement, ça risque de nous remettre encore 6 mois dans les dents. Enfin, voilà, j'ai quand même cette crainte. Mon banquier m'a dit qu'aujourd'hui les règles n'étaient pas changées, donc on est au mois de décembre. Non, mais elles ne sont pas. Les banquiers. Allez, on termine sur le sport. Cette crise pour nous, dirigeants d'entreprise, elle a été formidable expérience et un laboratoire pour apprendre sur nous-mêmes
et sur notre écosystème. Et aujourd'hui, je pense que nous, on n'a juste pas le droit, enfin, c'est aussi notre ADN, de lâcher. On a forcément des craintes, des doutes, mais vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis, alors nous forcément, nos partenaires et tout le monde, et il faut qu'on soit tenace, 2 résilient et 3 hyper motivé pour la suite. Et ça nous a animés sur les 8 derniers mois et ça sera aussi le cas sur les 8 prochains. Donc, il faudrait que ça s'arrête. On est d'accord, on est tous d'accord. Mais que ça s'arrête ou pas, de toute façon, nous, notre rôle, c'est de rien lâcher, d'aller de l'avant. Donc, moi, c'est quand même le bilan que j'en tire. C'est que par rapport à il y a 8 mois, collectivement et personnellement, on est quand même bien plus costaud parce qu'on a surmonté une crise. Si on nous avait expliqué cette crise il y a 8 mois, on aurait dit on ne va pas s'en relever. Au final, on est là et on est peut-être encore plus motivé qu'avant. Ouais. Et donc voilà, donc il y a aussi cette partie-là qui est juste dingue. Donc l'UP sera toujours à vos côtés pour le combat de demain. Merci de votre présence et puis à 2021. Merci. Au revoir.